est de faux, plus on lit. Version bonus. Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal. À la 60e minute de cette émission, nous accueillons très, très fièrement sur ce plateau le philosophe Georges Leroux. Bonjour, Georges. Oui, bonjour, Marie-Louise. Professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, auteur, traducteur de Platon, mélomane de compétition et collaborateur bien aimé, très aimé, adoré même de cette émission. Depuis nos tout débuts, Georges, quelle chance on a en août 2011. Alors, Georges, parce qu'on vous aime, parce que les auditeurs vous aiment beaucoup. À chaque fois que vous venez à l'émission, on reçoit des courriels, les gens veulent savoir ce que vous pensez de telle chose, ils veulent prendre des notes sur les livres dont vous parlez. On va passer la prochaine heure avec vous et on est très heureux. Oui, moi aussi, très heureux. Merci, Georges. Dites-nous tout. Alors, Georges Leroux, vous êtes né le 27 juin 1945 à Montréal, dans une famille de 4 garçons. Vous êtes l'aîné, d'ailleurs, d'une mère qui aimait beaucoup lire. Ça va être important. C'est vrai. Oui, et d'un père qui est comptable, en fait, à la base et qui va devenir vice-président du mouvement des Jardins. Quel genre d'enfant vous êtes, Georges? Je suis studieux, je suis docile, conformiste. Ah oui? Oui, mais c'est-à-dire... je pense que ma famille me prédisposait à une éducation qui était l'éducation traditionnelle de cette époque, donc principalement le collège classique. J'ai eu la chance d'étudier dans un collège que j'ai aimé du début à la fin. Tous les profs, j'ai pas souffert un seul instant durant les années de ce collège. Et donc, mes parents avaient choisi. Mon père venait d'un milieu, je dirais, petit bourgeois, de petite bourgeoisie, mais il est arrivé dans sa vie quelque chose qui a bousculé un peu son propre projet de vie, puisqu'il a perdu son père assez jeune. Et comme il était parmi les aînés de cette famille, il y avait 2 de mes tantes qui étaient là aussi, mais les filles n'avaient pas l'éducation des garçons à l'époque. Et donc mon père s'est trouvé dans la situation d'avoir à étudier, appelons ça un peu comme un soutien de famille. Oui. Et donc c'est comme ça que j'explique en tout cas le fait qu'il est allé étudier en anglais, ce qui est surprenant, à McGill en comptabilité. Et sans doute parce qu'on espérait, on attendait de lui qu'il apporte un revenu pour la famille, et c'est ce qu'il a fait. Et donc ça a été un élément très important pour moi, parce que dès ma plus petite enfance, le souvenir que j'ai de lui, c'était d'un homme qui était... extraordinairement dévoué, responsable, généreux envers tous ceux qui l'entouraient, et en particulier vis-à-vis les milieux, appelons-les canadiens-français, par rapport auxquels il était dans un rapport d'attachement. Il était très profondément nationaliste, et comme les milieux d'affaires étaient pour la plupart anglophones, et qu'il avait cette formation donc dans une institution anglophone, il a été recruté, c'est vraiment un destin, il a été recruté par une compagnie d'assurance qui s'appelle La Sauvegarde, qui n'existe plus. Cette compagnie-là était prospère, elle avait ses bureaux sur la rue Notre-Dame au 152 Est, et elle était en fait soutenue, appuyée, presque encouragée par la plupart des grands hommes d'affaires de l'époque, et sans compter les intellectuels comme par exemple Narcisse Ducharme, Dandurand qui a soutenu le devoir. Et donc mon père a été mêlé à une classe d'affaires, mais aussi d'intellectuels qui étaient très nationalistes et qui ne voulaient pas que leurs institutions soient avalées, comme c'était la règle à l'époque, par des compagnies canadiennes ou américaines. Oui. Alors la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, Georges. On pourrait dire ça. Oui, on pourrait dire ça. Est-ce que vous avez été aimé, Georges? Par mes parents? Oui. Ah oui, j'ai été adoré. Oui, beaucoup. C'est une chance, hein, ça? Oui, mais bien entendu, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, c'est vrai, mais mon père aurait sans doute souhaité que son propre modèle, qui était un modèle professionnel d'affaires, d'engagement financier, etc. Et bon, peut-être que je m'engage davantage sur ses traces, mais la chose la plus intéressante pour moi, quand je reviens sur ses souvenirs, c'est évidemment le fait qu'il a toujours soutenu, après m'avoir reconnu, c'est le mot reconnu très important, il a vu très jeune
que je n'allais pas être un homme d'affaires, que je n'allais pas être un professionnel, que je n'allais pas être un avocat, et ainsi de suite. Il a toujours soutenu mon projet de vie, c'est-à-dire mon projet de lecture, mon projet d'études. Parfois, il avait des remarques dont je me souviens avec affection sur les choses que je lisais, en disant, mais est-ce que c'est vraiment utile que tu lises ça? Mais bon, moi, j'étais docile, je l'ai dit au début, je lisais ce que les jésuites me recommandaient de lire. Parlons-en de cette école-là. Vous y entrez en 56, c'est le collège de la rue Bleury. Oui. Alors, vous avez 11 ans à peu près, si on continue l'histoire biographique. Et puis, c'est un collège qui est tenu par les jésuites. Ça va vous marquer profondément. Georges, pourquoi? D'abord, j'ai aimé les jésuites. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, ces hommes-là, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient pas complètement au bout de leur formation. Et on comprenait qu'ils étaient eux-mêmes engagés dans un parcours d'études. Je pense en particulier à ceux qu'on appelait les régents, c'est-à-dire les régents, c'était de jeunes jésuites qui faisaient des études après avoir fait, disons, la philosophie, le noviciat et ainsi de suite. Et ils avaient une passion intérieure, ceux que j'ai rencontrés, mais je pourrais consacrer un livre à chacun d'entre eux, tellement ils étaient merveilleux. Et donc, ils étaient une bibliothèque ambulante, ils lisaient beaucoup. Certains d'entre eux avaient ou s'apprêtaient à faire des études en France parce qu'ils allaient, ou aux États-Unis, mais moi j'ai connu surtout des gens qui ont fait des études françaises. Et donc, je me suis identifié très rapidement à eux. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà la vie que je veux faire. Je veux étudier, je veux lire. Et donc, j'ai eu la chance de tomber dans un milieu qui me convenait, mais vraiment à la perfection. Oui, vous alliez jusqu'à souhaiter devenir prêtre à un moment de votre vie. Absolument. Au moment où j'ai dû décider ce que je voulais faire, sincèrement, je ne voyais rien d'autre que de faire comme eux. Je me suis dit, moi, ça, c'est la vie que je veux faire. J'en ai parlé à gauche, j'en ai parlé à droite. Ma mère était épouvantée, mon père trouvait ça terrible. Ils ont tout fait pour me dissuader. J'avais 17 ans. Il y a des familles où on aurait aimé ça. Là. Oui, mais c'était pas le cas de mes parents. Mes parents souhaitaient que je vieillisse un peu, que j'ai une vie adulte plus normale. Mais je suis allé au noviciat des Jésuites à Saint-Jérôme. Et ça a été extraordinairement douloureux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas médire de mes maîtres, mais d'abord, la culture n'avait pas vraiment d'importance à ce moment-là de la formation. Quand on entre, moi j'avais apporté tout un lot de livres. Je me souviens de ma petite valise, c'est la valise de ma mère en cuir, et puis on avait rempli ça avec des livres. Et tout. Et quand je suis arrivé, le père maître, on a un père maître, c'est celui qui va s'occuper de notre formation, on le voit pratiquement tous les jours. Elle m'a dit non, ça, vous rangez ça, c'est pas pour maintenant la lecture. Peut-être plus tard, quand vous ferez les études de philosophie ou de théologie ou quoi que ce soit d'autre, vous pourrez revenir à vos livres. Ça m'a fait un choc. J'ai senti que bon. Et puis après a commencé la formation à proprement parler spirituelle. Et là, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'avais jusqu'à maintenant confondu. Je crois que c'est la meilleure formule que je peux donner pour mon drame personnel. J'avais confondu la formation intellectuelle et la formation spirituelle. Je n'avais pas la foi suffisante pour consentir tous les sacrifices qui étaient exigés. Et je ne parle pas seulement des sacrifices qu'on imagine toujours, comme la chasteté ou ces choses-là, ou l'obéissance. Mais c'était une forme de l'obéissance que je ne pouvais pas accepter, que mon programme de lecture soit dicté et que je ne puisse faire rien d'autre que de méditer. Alors, ça c'est... Bon, mais j'ai fait des efforts, je tiens à le dire. Non, mais je le dis, je ne suis pas parti du premier coup, mais j'avais un ami là-bas, je le salue si jamais, je ne l'ai jamais revu. Il s'appelait Robert Leclerc. Et il venait de Québec. Et il était vraiment mon frère. On était pareil, on lisait, on avait des livres, et tout. Et lui aussi, il souffrait énormément de cette, ascèse par rapport à l'écriture. On pouvait même pas écrire. Alors, moi, je voulais tenir un journal et le père maître m'a dit, non, ça, c'est pas la chose à faire. Donc, au point de vue intellectuel, vous ne supportiez pas d'être, disons, enfermé ou dirigé de façon très... Bon, alors, vous allez changer d'idée, vous allez revenir à Montréal en 64. J'ai quitté. Bon, et entreprendre des études médiévales, des études de philo plus tard. Et c'est à peu près à cette époque-là que vous allez lire le Coran, d'ailleurs, Georges, pour la première fois, en 64. Bon, vous avez 19 ans. Comment vous réagissez à
cette lecture-là? Mais il faut dire qu'à l'époque, nos maîtres, les dominicains, cette fois-ci, je suis plus chez les jésuites, je découvre une toute autre façon d'approcher la vie intellectuelle qui est beaucoup plus détendue, qui est la spiritualité dominicaine. Les dominicains qui dirigeaient cet institut étaient extraordinairement écuméniques et tolérants. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on comprenne bien la tradition intellectuelle de l'Occident, donc les maîtres qu'ils avaient eux-mêmes formés, les grands dominicains du Moyen-Âge, Nicolas de Cuse, Maître Eckhart, Thomas d'Aquin, Bonaventure, enfin tous. Bonaventure n'était pas dominicain, mais c'est un détail. Mais ils voulaient aussi qu'on lise les autres traditions. Et là, le miracle, c'est qu'ils avaient invité, c'est à peine croyable, des spécialistes français, comme par exemple Jean Jolivet pour l'islam ou Chaim Denbourg pour le judaïsme, pour qu'on apprenne avec eux les sources des traditions autres que la tradition chrétienne, qui était évidemment la tradition majoritaire. Dominant, bien sûr, on est encore dans le début des années 60. Là, on est on est au départ de la Révolution tranquille. Ce qui est formidable avec des gens comme vous, Georges, c'est que vous accompagnez toute la naissance du Québec moderne. C'est vrai. Par votre parcours, bien sûr. C'est là, d'ailleurs, au cours de ces études-là, vous êtes encore tout jeune, que vous rencontrez celui que vous désignez comme étant votre maître. Georges Raymond Klibanski. C'est vrai. Qui est né à Paris en 1905, qui est juif, qui est un intellectuel très important, qui va fuir l'Allemagne nazie en 1933 et qui va venir vivre à Montréal. Pourquoi il est important comme ça pour vous? Mais d'abord, le professeur Klibanski représentait précisément cet idéal de tolérance et de synthèse des traditions. Il était très ami avec Jean Jolivet qui nous faisait lire le Coran. Vous vous rendez compte un peu la composition des traditions qui se retrouvaient dans leur enseignement croisé. Et le professeur Klibanski, oui, vous l'avez dit, était juif, mais il était surtout un spécialiste de Nicolas de Cuse et de Maître Eckhart, donc de grands maîtres chrétiens. Mais ces grands maîtres chrétiens, je parle de Nicolas surtout, étaient des apôtres de la tolérance. C'est Nicolas de Cuse qui a dit que la vérité se donne dans plusieurs signes différents. C'est pas la peine d'exterminer ou de tuer l'autre. Il faut juste accepter que la vérité a des signaux, des expressions, des écritures différentes. Plusieurs visages, exactement. Alors, professeur Klibanski était une figure de ça. Et sachant ce qu'il a vécu, bon, moi, je me suis beaucoup intéressé à lui par la suite. J'ai publié des entretiens avec lui, et tout, j'en parlerai pendant des heures. Mais ce qui est important à ce stade-ci, quand vous me posez cette question, c'est de cibler ce qui, chez lui, était ouverture, grandeur d'âme, rapport au texte et surtout engagement international. Parce que c'était un homme qui travaillait dans les plus hauts niveaux des sociétés de philosophie mondiale, qui a soutenu Jan Patočka en Tchécoslovaquie, qui a aidé les Kolakowski à fuir la Pologne, il était toujours là. Il était toujours là où il fallait être pour précisément favoriser la tolérance et l'accueil. Qu'est-ce qui vous séduit dans le jeune homme que vous êtes, dans cette pensée-là, d'emblée, croyez-vous? Pourquoi vous êtes prêt à recevoir ça? Oui, c'est une question difficile. J'essaie de me retrouver. J'étais très narcissique, c'est-à-dire que, comme le sont, je pense, tous les intellectuels, on aime, en d'autres mots, ce dont on pense que ça va contribuer à nous construire. Et donc, si je lisais avec tant d'intérêt et de minutie ce que Raymond Klibanski et d'autres me suggéraient de lire, c'est certainement parce que je pensais que j'étais apte. C'est-à-dire que j'allais pouvoir, moi aussi, prendre le bâton à un moment donné, puis assurer le relais. Quand on est jeune, on ne le sait pas. Savez-vous ce qui est mon regret par rapport à toutes ces personnes? C'est un regret qui est vraiment profond. C'est-à-dire que on ne mesure pas toujours la chance qu'on a d'être avec une âme, un esprit exceptionnel. Et je me dis, mon Dieu, combien de fois j'aurais dû lui poser telle et telle question. J'étais assis devant lui dans son bureau au 608 du pavillon Leacock à McGill. Puis j'aurais pu dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, je sais pas, je me taisais, j'étais humble, vous comprenez? Oui, bien sûr. Alors, donc, on profite. Il y a une sorte d'infusion charismatique qui se diffuse comme ça, qu'on absorbe, mais en même temps, on n'est jamais adéquat pour le moment présent, ça je tiens à le dire. Georges, en 1969, on va créer l'UQAM. L'UQAM, c'est une partie importante de votre vie. Vous allez y enseigner c'est toute votre vie. C'est une période absolument exceptionnelle dans l'histoire du Québec pour toutes sortes de raisons. Quelle atmosphère règne à cette époque-là à l'UQAM, où vous allez devenir un professeur au département de philosophie en 69? Je ne le méritais pas parce que je n'étais pas docteur. J'étais candidat au doctorat, mais je n'étais pas docteur. Mais il faut dire qu'au Québec, dans le moment, il y avait cette espèce à cette époque-là, il y
y avait cette sorte de fébrilité des études. Il y avait une jeune génération qui arrivait et qui était la mienne et qui donc se destinait comment dire, à l'évolution des institutions de savoir dans une société qui en avait été tragiquement privée. Alors, l'UQAM, il y avait un petit élan. Là. Il y avait un élan. Oui. Il y avait vraiment un contexte. Et donc, je pourrais presque nommer, avec un peu d'effort, mais pas tant que ça, les 300 camarades avec qui nous avons fondé cette université et avec qui nous avons tout créé. C'est-à-dire que de comité en comité, de conseil en conseil, de réunion en réunion, on mettait sur pied une université démocratique, populaire, accessible. C'est ça qu'on voulait. Et ça a été extraordinaire, c'est sûr et certain. J'ai eu une chance unique d'être intégré dans cette équipe. Oui. Oui, vous aviez le bon âge au bon moment, évidemment. Oui. Assez rapidement, quand même, il y a à la fois des périodes d'émerveillement puis des périodes sombres. Il y a les événements d'octobre 70, dont vous allez être témoin. Qu'est-ce qui se passe pour vous à cette époque-là? Mais c'est-à-dire, oui, c'est sûr, c'est une période difficile. Mais c'est une période difficile quand on la regarde, du point de vue politique, c'est-à-dire du point de vue des faits. L'écrasement des milieux nationalistes et des milieux, disons, de gauche. Dont vous faites partie. Dont je faisais partie, enfin, pas autant que d'autres, parce que je pourrais nommer bien des personnes qui étaient bien mieux engagées et de manière plus déterminée que moi, parce que moi, je demeurais quand même un ange à l'étude, si j'ose dire. Mais, non, mais je dis ça parce qu'on s'est beaucoup moqué de moi. Puis je l'accepte parce que c'est de la part d'amis, il faut l'accepter. Beaucoup de gens disaient, mais enfin, Georges, quitte tes livres, viens avec nous un peu. Et je l'acceptais. Mais ce qui se passait donc à ce moment-là, c'est que l'université a accepté de constituer le cœur intellectuel de la révolte et de la résistance. Il faut quand même voir combien de camarades ont été, par exemple, emprisonnés lors des mesures de guerre, et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas été inquiété, mais il y en avait beaucoup d'autres. Madeleine Gagnon, par exemple, que j'aime beaucoup, je la salue, c'est une femme d'exception. Jean-Marc Pirtre, enfin, je ne sais pas combien d'autres. Mon vieux collègue Gilles Dostaler, qui est malheureusement décédé, et combien d'autres. Et donc, cette époque-là a révélé ce que j'appellerais le potentiel de gauche d'une société qui n'avait jamais compris, qui n'avait jamais saisi en elle-même son pouvoir de résistance à l'oppression. Il n'y avait jamais eu au Québec, depuis la domination cléricale, depuis le 19e siècle, ces élans institutionnel. On peut créer quelque chose, on peut faire quelque chose, on peut être quelque chose. Et dans l'écriture, on peut y être. Je pense, j'ai relu beaucoup de textes encore récemment de cette époque, des années, disons, 65 à 72. Je lis des textes de Paul Chamberlain, il y avait un potentiel de révolte extraordinaire qui a stimulé l'écriture, les poètes, les romanciers, les artistes aussi. Faut pas les oublier, ils étaient très présents. Il y avait Aquin qui était près de vous, tout ça. Évidemment, Georges, est-ce que vous trouvez que cette force-là est encore présente aujourd'hui? Comment elle s'est transformée, à votre avis? Le phénomène, à mon avis, le plus saisissant, c'est que, oui, la force est encore présente parce qu'il y a encore une énergie intellectuelle extraordinaire au Québec, surtout chez les jeunes, mais il y a eu aussi une institutionnalisation. Donc, nous avons des universités, des cégeps, nous avons beaucoup d'intellectuels au travail et qui sont donc précisément installés dans un travail. Et il y a la pensée hégémonique, appelons-la comme ça, c'est-à-dire les textes de référence, les intellectuels auxquels on renvoie. Quand il y avait un numéro de parti pris qui paraissait, là, je vous donne un exemple, d'accord? On l'avait tous acheté au kiosque en entrant à l'université le matin. Il n'y avait que ça. Aujourd'hui, il y a une prolifération d'instruments de pensée. Il y a des revues, Nouveaux projets, Liberté, il y en a plusieurs. Et donc, aujourd'hui, je dirais qu'il y a un danger, mais non, l'exprimer comme danger est peut-être exagéré, mais enfin, il y a une sorte de saturation de l'espace qui fait en sorte que la jeunesse, les jeunes, cherchent leurs références. Et pour beaucoup d'entre eux, ils doivent les créer. Je regarde ce qui se passe avec les revues, puis je les regarde aussi aller de près. Il y a beaucoup de remotivation de la révolte civile, de la discussion. Enfin bon, vous voyez, il y a un phénomène neuf. Oui, absolument. Vous avez enseigné pendant de longues années dans ce département de philosophie de l'UQAM. Vous avez vu passer des étudiants brillants. Vous avez eu des belles relations avec certains d'entre eux, certainement. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, enseigner, Georges? Écoutez, c'est le jour où j'ai mis le pied dans une classe pour y prendre la parole, j'étais dévasté d'inquiétude. Ces étudiants étaient à peine plus jeunes que moi.
J'en avais les premières années, parce que j'enseignais 2 ans au Collège Sainte-Marie, donc 67 à 69. Ces étudiants-là, je pourrais en nommer plusieurs, mon vieil ami Pierre Després, enfin bon, ces étudiants-là faisaient partie de ces cohortes. On ne le croirait pas aujourd'hui si je devais les décrire. Ils étaient tellement assoiffés de culture, d'écriture, de lecture, qu'ils étaient prêts presque à transformer leur vie en monastère. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui étaient engagés dans une militance de gauche, même gauchiste dans certains cas, maoïste, trotskiste, parce qu'il y avait toutes les mouvances, l'UQAM les rassemblait toutes. Et beaucoup de ces étudiants avaient en même temps un appétit d'écriture, comment dire, on lisait Rilke, l'apologie de la pauvreté, la simplicité volontaire. On lisait Thomas Mann, et puis on lisait les poètes québécois, Fernand Ouellette, Paul Chamberlain, par-dessus tout, Paul. Pourquoi? À cause de l'esprit de révolte, à cause du désir d'assumer une condition de modernité qui était nouvelle. Donc, moi, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis aperçu que j'avais une responsabilité sur mes épaules, mais j'avais aussi, et c'est vraiment la chose quand on est jeune, c'est que j'avais aussi une fraternité, une sororité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'université mixte, bien entendu, ce que n'était pas mon collège. Alors, et donc, on avait une relation de complicité et d'intimité avec nos étudiants. Je donne un exemple, d'accord, parce que ça, c'est quelque chose qui... Mon Dieu, c'est à peine croyable. On avait un conseil de module. Le module, c'était le programme, en gros. Et sur le conseil siégeaient paritairement les professeurs et les étudiants. Mais dans le module de philosophie, il y avait une étudiante qui était très connue. C'était la chanteuse Pauline Julien. Ah bon? Et elle siégeait. Et son compagnon de l'époque, Gérald Godin, siégeait aussi comme membre du milieu externe. Vous vous rendez compte un peu? Et on avait aussi Pierre Vadeboncoeur qui venait et tout. Alors, restituer ce monde de la pensée politique incarné dans une institution naissante et prête à faire beaucoup de choses sur le dos d'un jeune prof comme moi, c'était énorme. Mais j'ai beaucoup appris. On se concertait, on parlait avec des collègues dans d'autres départements, en Sciences Po, en sociaux. On était tous pareils. On savait qu'on créait quelque chose. On était emportés par un grand souffle, en fait. Oui, certainement. Alors, il y a évidemment plusieurs personnages. En vous, il y a le professeur et il y a l'intellectuel. Vous êtes un spécialiste de Platon, spécialiste mondial. Et comme vous êtes très humble, on ne le souligne jamais, vous êtes traducteur de Platon. Pourquoi Platon, Georges? Qu'est-ce qui vous a attiré vers lui en particulier? Parce que c'est dans son texte que j'ai appris le grec. C'est aussi direct que ça. Parce que quand j'ai rencontré mon professeur de grec qui s'appelait Raymond Bourgault, à qui je veux rendre hommage, le texte à l'étude, c'était le banquet de Platon. Et donc, la langue grecque, tout le monde vous le dira, n'est jamais aussi parfaite, ni pure, ni simple que dans le texte de Platon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, en d'autres mots, chez Platon qui ne soit pas immédiatement lisible et clair. Donc, c'est la langue qui vous a attiré avant tout. Mais la pensée, évidemment, tout de suite. Mais la langue, c'était majeur. Quand vous avez le sentiment que vous entrez dans ce qui est votre origine sur le plan de la structure de pensée, la langue grecque, beaucoup plus que le latin, parce que le latin, moi, je ne sais pas que je l'aime pas, mais je le connais pratiquement pas, si je compare ma connaissance du grec. Et donc, quand on entre là-dedans, on voit, en d'autres mots, on voit que la pensée est structurante pour tout l'avenir, tout l'avenir de la pensée occidentale. Donc, Platon a été déterminant pour moi. C'est la source, en fait. C'est la source, oui. Et je m'y suis donc absolument engagé. Et à un moment donné, mon ami Luc Brisson, grand helléniste aussi, québécois, qui vit à Paris, grand traducteur aussi, éminent traducteur, m'a fait un cadeau énorme. Il m'a proposé de traduire La République de Platon dans la collection des traductions de Platon qu'il dirige chez Flammarion. Et puis, j'ai pas hésité longtemps. J'ai dit oui, tu sais, ça m'a coûté 10 ans de travail. C'est 10 ans, ça, dans votre vie. 10 ans, traduire.
Quand même. Oui, Oui. mais j'ai annoté, j'ai fait plein de choses. Mais c'est une passion. C'était vraiment une passion. Oui. Vous en avez plusieurs des passions. Vous avez une passion pour la musique. Vous avez écrit sur Glenn Gould, Oui. Sur Schubert. Vous avez toujours aimé la radio, Oui. Georges. Oui. Vous avez animé à la chaîne culturelle de Radio-Canada entre 1992 et 2003 une émission intitulée Passage. Oui. Oui. Voulez-vous, on va écouter un extrait. Mon Dieu. Oui, de votre première émission en 1992. Avec où Jean vous Larose. racontez, voilà, où vous racontez de quoi vous allez parler. Ici Georges Leroux. Je vous invite à la première émission d'une série qui sera consacrée aux idées de notre temps. Au cours de cette série, je tenterai de vous présenter certains grands enjeux qui alimentent la discussion dans les sciences humaines et dans la philosophie contemporaine. Le paradoxe le plus provoquant est celui qui structure la vie politique. Alors que toute l'évolution de l'histoire récente tend et laisse attendre un épanouissement des formes pluralistes, fédérales et autres, nous voyons au contraire s'exacerber les nationalismes. Chaque peuple, mais les peuples existent-ils encore, et si oui, comment les reconnaît-on? Chaque peuple réclame une identité, une différence. Il s'agit de territoire, de langue, de religion. C'est un extrait donc de l'émission Passage, c'est votre première. Vous avez ça dans vos archives. Oui, c'est Marie-France Lemaine qui a trouvé ça. Vous savez comment elle est Ça me formidable. fait plaisir. Notre réalisatrice. Alors, on est en 92. Oui, On est 3 ans après la chute du mur de Berlin. oui, Et vous dites que vous allez vous intéresser à la montée des nationalismes. oui. Vous dites pas, mais en fait, vous allez vous intéresser au repli sur soi. C'était il y a, si on calcule bien, 25 ans, Georges. Oui. Et on est là aujourd'hui. Je vous sais parce que vous avez beaucoup voyagé. Bon, vous avez voyagé en Syrie. Oui. Vous êtes allé une trentaine de fois en Grèce où vous avez déjà vu le sort, parce que ça date pas d'hier, le sort des réfugiés, comment ils sont traités, Oui, Georges. encore Parlons de ça aujourd'hui, d'abord. oui. Parlons de ça d'abord parce que ce sont des choses qui vous préoccupent actuellement. Cette crise des réfugiés, il y aura 60 millions de personnes qui sont déplacées par différents conflits à travers le monde. À l'heure actuelle, Georges, quel regard vous portez sur cette situation-là? Vous savez, avec mon collègue Gilles Coutelet du département des communications de l'UQAM, on a ouvert une école sur l'île de Lesbos dans un petit village Oui. qui s'appelle Molivos. Et ça a commencé au début des années 2000 et ça marche encore. C'est chaque année, il y a une cinquantaine d'étudiants qui viennent là faire de l'histoire et des médias. Et il se trouve que c'est sur une plage de Lesbos, à 2 pas de ce village, sur la plage d'Eftalou, que tous les matins, on peut trouver des canaux, des pneumatiques crevés, les objets de ces réfugiés qui traversent le détroit entre la Turquie et la Grèce. Et donc, c'est bien sûr qu'une facette de la chose. Mais la pression que met les mouvements, toute l'impulsion migratoire, pas seulement celui qui résulte de la guerre de Syrie, Oui. mais aussi de l'Afrique, Bien sûr. etc., L'Érythrée, bon. nous place devant un devoir moral qui est celui de penser notre accueil, c'est-à-dire l'hospitalité. Et est-ce que l'hospitalité doit être infinie? Est-ce que les frontières devraient être supprimées? Quel est le devoir de chaque nation par rapport à l'accueil? J'ai vu hier soir, pas plus tard qu'hier soir, à la télévision, une émission dans laquelle on voit Madame Thuy, Kim Thuy, sur les réfugiés Oui. vietnamiens. Oui. C'était à Télé-Québec. C'était remarquable avec du document d'archives formidable. On apprend, en voyant une émission comme celle-là, que lors de la crise des Boat People, le Canada et le Québec ont accueilli 110 000 réfugiés. Voilà, elle a profité, en fait, de cette époque-là. Oui, énormément. Oui. Alors, donc, oui, la question des réfugiés me sollicite directement et la Grèce, qui joue un rôle majeur, se trouve coincée entre la fermeture européenne et donc les frontières de la Turquie. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, Georges? Parce qu'il y a une vraie résistance, et puis vous l'exprimiez déjà en 1992, qui est aussi issue de cette montée de différents nationalismes. On le voit beaucoup en Europe à l'heure actuelle. Il y a une crispation, Georges. Oui. Évidemment, il y a le décret migratoire créé par Donald Trump il y a quelques semaines aux États-Unis. Bien sûr, il est stoppé par les tribunaux à l'heure actuelle. On va voir où ça va aller. Oui. Est-ce que vous auriez cru ça possible, vous, dans votre jeunesse? Jamais, Cette époque? jamais. Les murs, la répression ne sont pas la solution.
la solution, c'est l'entraide mondiale. C'est-à-dire, il faut à tout prix que l'ONU et ses agences jouent un rôle qui n'est pas celui qu'elles jouent dans le moment, pour faire en sorte que les nations, les pays qui sont en détresse et en souffrance reçoivent l'aide des pays riches, pas seulement par une hospitalité infinie, mais aussi par, on pourrait dire, une solidarité économique. Et donc, on est dans une situation où on ne veut pas voir ça. Il y a quelques pays qui font exception. Le Canada, je trouve, fait pas trop mal figure. La Suède, le Danemark. Bon. Oui. Mais les pays qui sont dans une situation... L'Allemagne, là, évidemment. Mais les pays qui sont dans une situation, appelons-la, de transition, par exemple les nouveaux pays de la communauté européenne, comme la Hongrie, qui se referme, qui est la victime du nationalisme le plus étroit qu'on puisse imaginer, joue un rôle en sens contraire. Et donc là, il y a effectivement de la part des pays qui pourraient jouer un rôle au Conseil de sécurité et qui pourraient travailler à l'Organisation des Nations Unies à favoriser plus d'ouverture. Malheureusement, on a élu aux États-Unis un président qui visiblement n'ira pas du tout dans cette direction, qui préfère investir 54 milliards dans les armements, alors que imaginez ce que ces 54 milliards feraient si on en faisait que la moitié pour le développement économique mondial. Oui. Georges, vous êtes toujours une lumière pour nous, en fait. Puis on cherche toujours dans votre savoir et votre sagesse un enseignement. Oui. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, les gens, évidemment, on est tous très angoissés de voir ce qui est en train de se passer. Bon, la montée de la popularité de Marine Le Pen, l'arrivée au pouvoir d'un homme comme Donald Trump aux États-Unis, tout ce qui est... Bon, 60 millions de gens là, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de territoire, et qu'on hésite à recevoir et tout ça. Oui. Georges, on s'en va où, à votre avis? Mais il pourrait y avoir, plusieurs intellectuels américains le prédisent, une sorte de fracture de la démocratie. Oui. Les institutions pourraient ne pas résister. Quelles institutions? D'abord et avant tout, la séparation des pouvoirs. Si la séparation des pouvoirs, et en particulier le pouvoir judiciaire, attaquer les juges, comme cela se montre avec son visage le plus hideux aux États-Unis en ce moment, mais aussi en France, vous avez vu ces derniers jours, évidemment, la démocratie, c'est une institution au total qui n'est jamais acquise, qui n'est jamais conquise. La démocratie est toujours à venir. C'est toujours ce qu'on attend de la démocratie. Et donc, dans ce monde sombre, le travail des intellectuels est de soutenir la démocratie et de faire voir le plus possible aux citoyens de chaque pays que la démocratie défend toujours mieux leurs intérêts que, par exemple, l'oligarchie ou les pouvoirs secrets, les pouvoirs occultes. Oui. Alors, ça, c'est pour moi, en tout cas dans le moment, c'est le seul combat qui est possible. Merci beaucoup, Georges Leroux, d'être avec nous aujourd'hui. Avec Marie-Louise Arsenault, plus on est de fous, plus on lit. Sur ICI Radio-Canada, première. Plus on est de fous, plus on lit est disponible en balado-diffusion. Pour la télécharger, rendez-vous sur le site web de l'émission à ici.radio-canada.ca/plus on lit. La liste de l'invité. Nous passons toute cette heure avec Georges Leroux, à qui donc nous allons soumettre notre liste de l'invité. Georges, vous avez trouvé ça difficile de répondre à ces questions, m'avez-vous dit d'ailleurs, en arrivant? Terrible. Pourquoi? Parce que j'avais plusieurs réponses à chacune de vos questions. Bon. Et chacune de mes réponses avait sa légitimité. Mais bon, on finit par travailler et essayer de voir plus clair. Alors Georges, comment vous êtes devenu lecteur? Est-ce que c'est votre mère qui vous a transmis le goût de la lecture, la passion de la lecture, croyez-vous? Je pense. Maman lisait des revues dans lesquelles elle trouvait des livres. Et donc, elle allait des revues aux livres. Elle lisait en particulier la revue dominicaine, puisque j'ai été élevé dans une paroisse dominicaine. Et donc, dans cette revue, il y avait toutes sortes de suggestions. Et donc, je ne me souviens pas que mon père ou ma mère m'ait incité à lire. Mais ils laissaient traîner leurs livres partout, ils en parlaient, et donc très naturellement, je me suis mis à lire. Oui, quelle lecture a fait votre éducation sentimentale, Georges? Alors ça, c'est la question qui m'a le plus embêté dans votre questionnaire. Je vous dirais que... passionnante quand même cette question, non? Oui, mais il y a vraiment plusieurs réponses possibles. Oui. Je vous dirais que le livre qui m'a le plus rapproché de l'idéal de l'amour, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Oui. Bon,
Je me suis identifié, j'avais l'âge pour, faut dire, j'avais dans les premières années de ma vingtaine, au héros, qui est un grand séducteur, Solal Solal, un homme qui a pour idée de conquérir, mais ensuite de fonder un couple fusionnel dont rien va pouvoir échapper à leur contrôle. Donc, Ariane, qui est l'amour de sa vie, est elle-même déjà mariée. C'est une relation qui est très, très compliquée. C'est écrit dans une langue somptueuse. Et donc, l'idée de l'amour, l'idée de la fusion, disons ça comme ça, qui résiste à tout, ça, c'était quelque chose qui me séduisait complètement. L'idéaliste en vous a trouvé ça séduisant. Oui. Mais il faut quand même dire que ce roman se termine sur une tragédie. La relation se trivialise très vite. Et donc, il y a une déception. On ne veut pas voir ça quand on est jeune, c'est sûr. On pense toujours que toute cette énergie de fusion est éternelle. Mais Solal, c'était pas... Bon, c'est sûr, c'est un héros identificatoire, on en a tous besoin, mais c'est surtout quand j'ai lu, avant en fait, parce que là, je ne les présente pas dans l'ordre chronologique, mais j'avais lu avant le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel et les écrits d'Henri Miller, qui était un grand ami de Laurence Durel, leur correspondance aussi. J'avais un ami avec qui on discutait beaucoup de ça. Et quand j'ai lu Justine, un personnage énigmatique, obscur, pour moi, c'était l'idéal féminin, si j'ose dire. C'est-à-dire que il fallait que je rencontre quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que il me fallait cet amour-là. Il me fallait quelqu'un qui allait m'échapper au moment où je crois qu'on a cette relation de promesse et de fidélité absolue. En fait, aujourd'hui, peut-être que Justine me décevrait. Je sais pas. C'est ça qui est intéressant dans l'éducation sentimentale, c'est que ça se poursuit toute la vie aussi, puis on change, évidemment. Vous l'avez dit, là, aujourd'hui, peut-être que Justine me décevrait. Vous n'êtes pas le même homme, en fait, que vous étiez. Non. Dans votre jeune vie d'adulte. Un livre qui vous a profondément troublé, Georges Leroux. Ça, c'était une réponse immédiate. Le livre dans lequel je suis entré et qui a produit en moi une sorte de dévastation, c'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Pourquoi troublé? Parce que je n'en revenais pas d'entendre cette voix de quelqu'un qui veut tout et qui veut donc l'espace, la conquête, l'amour absolu et qui a le pouvoir. Parce qu'il est empereur, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est un empereur bon, pieux, c'est un Espagnol d'origine, et il va... tel que Marguerite Yourcenar va nous le restituer, il va précisément, partout où il va passer, fonder des villes où il va installer la paix. Alors, moi, ce désir d'altérité de l'autre, de l'Orient en particulier, de l'Inde, c'est lui qui me l'a donné, mais en même temps, comment se fait-il, c'est ça le trouble, que je me sois si rapidement reconnu en lui. C'est difficile pour moi de l'expliquer. Et c'est une fascination qui dure. Ah, c'est vrai? Oui, absolument. Oui. Un personnage... J'ai toutes les éditions de ce livre. C'est vrai? Oui, enfin, une quinzaine. Un personnage que vous aimeriez rencontrer? Un personnage fictif? Alors, évidemment, il y en a plusieurs, mais il y en a un dont j'aimerais être prêt. Est-ce que je le rencontrerais? Vous aimeriez être son ami, là? Oui. J'aimerais l'aider. C'est-à-dire, j'aimerais lui dire que je pense à lui souvent. C'est le prince Mushkin dans L'Idiot de Dostoïevski. Cet homme qui a tout misé sur un grand amour va être trahi, humilié, et ainsi de suite. Et sa souffrance, évidemment, il va la confier à sa foi, puisqu'il est très religieux. On dit que Dostoïevski a écrit ce roman après avoir vu le tableau du Christ, la débrouille du Christ sur une table de Hans Holbein. C'est possible. Ce serait dans les carnets de Dostoïevski qu'il raconte ça. Mais qu'il ait ou non associé Mushkin à la figure de Jésus mourant, quand on lit
l'idiot, on est en présence du bien pur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut le bien de tous et qui n'a aucune lucidité sur les pouvoirs maléfiques qui sont dans les autres autour de lui et qui vont l'écraser, littéralement. Donc, oui, il me hante, sa figure me hante. Vous dites, j'aimerais l'aider. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais que peut-être que le monde ait une telle souffrance, c'est-à-dire que peut-être que le monde ait le pouvoir d'un tel mal, mais que le bien que lui représente et que Dostoïevski a voulu donner à l'humanité à travers sa figure est plus fort que ce mal. Je ferai son éloge. Oui. Quel philosophe vous aide à vivre, vous, Georges Leroux? On sait que la lecture, ça peut avoir aussi un effet de prescription, hein? Oui, c'est vrai. Dans ma bibliothèque, quand je la regarde, c'est sûr qu'il y a beaucoup de philosophes différents. Il y a des philosophes qui sont des modèles, c'est-à-dire des modèles de vie. Par exemple, Walter Benjamin, ça c'est sûr, ou Jacques Derrida. C'est-à-dire des philosophes qui ont accepté de parler de la manière dont le monde envahit leurs pensées dans l'expression de la différence, le contact avec l'autre, toute la perspective existentielle et tout. Et donc, ça, c'est des gens que je regarde. Ils sont toujours avec moi. C'est comme, ce sont des frères. Souvent, je me rappelle une phrase d'eux, les phrases de Benjamin sur la différence, sur l'abîme, sur l'histoire, les thèses sur la philosophie de l'histoire, son image du petit nain au début des thèses sur la philosophie de l'histoire, c'est des choses qui sont très, très proches de moi. Et puis, il y a des philosophes qui sont plus dans la vérité, c'est-à-dire Derrida, Benjamin, ce sont des philosophes qui sont dans l'inquiétude, ils sont dans la déstabilisation. Alors que un philosophe comme Lévinas est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de convictions intimes comme la nécessité de l'amour, de la compassion, et ainsi de suite. Alors ce sont des philosophes qui sont, on pourrait dire, plus réconfortants. On ouvre une page de Lévinas et on se sent tout de suite en confiance, ce qui n'est pas le cas chez Benjamin et chez Derrida. Chez qui on est plus en rapport avec une fracture. Un mot qui définit notre époque? Il y en a plusieurs, mais j'ai souvent cette conversation avec des étudiants. On peut tenter de voir ce qui a changé entre eux et moi. Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas du monde. Oikos, écologie, planète, avenir, pollution, toutes ces choses-là. On était vraiment dans l'illusion terrible. Je veux dire, c'était effrayant. Le gaspillage, les années glorieuses, le capitalisme, tout ce qu'on voudra. Aujourd'hui, ce qui me semble définir le monde, c'est le souci du monde. C'est-à-dire le fait que je sais pas, moi hier j'écoute à la radio ou avant-hier, il paraît qu'il y a sous les mers des édifices de plus de 10 étages de détritus qui sont là et qui pourrissent. Alors, on connaît cette démonstration. Le problème, c'est que on ne voit pas à quel point elle ne pénètre pas assez notre engagement d'en finir, c'est-à-dire de faire plus sur ce plan-là. Donc, c'est ça qui définit le monde. En revanche, ça, c'est, je dirais, l'univers tel que je le perçois tous les jours. Et vous aussi. Mais à côté de ça, il y a le divertissement. C'est-à-dire que ça aussi, je n'en reviens absolument pas de la force centrifugeuse des technologies numériques par rapport à l'image, à la représentation, à la multiplication des sphères médiatiques de toute nature, les jeux vidéo et tout. Et je me dis, mais quand est-ce que ce processus va s'arrêter? J'ose à peine le penser, mais à quel moment est-ce qu'il va entrer dans une phase réfléchissante, c'est-à-dire une phase où il va revenir sur lui-même et il va nous dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. La représentation de soi, littéralement, rend hystérique et fou. Oui, mais c'est à se demander, c'est quand les êtres humains aussi que nous sommes vont nous, puisque c'est nous qui vont réussir à déterminer quand est-ce qu'on va en avoir assez ou si ça va venir de nous forcément à la base. Là, quand est-ce qu'on va être fatigué de ça? Quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement néfaste dans le rapport à l'autre, Georges, dans la qualité d'attention? Oui, c'est sûr que Maurizio Ferrari, un philosophe italien, a fait un livre remarquable sur le téléphone portable. C'est-à-dire la menace que représente le téléphone portable. C'est le vrai pharmacone grec. Pharmacone veut dire remède et poison. Voilà. On a le remède de la communication avec le téléphone portable, on a aussi le poison. Alors,
quand est-ce que... Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de réfléchir à cette question parce que on commence ces années-ci à implanter des puces numériques dans le corps humain pour toutes sortes de fonctionnalités. On mettra son bras devant le guichet automatique ou son œil, la biométrie et tout. Oui. Alors, où ce processus-là va s'arrêter? Va-t-il aller plus vite que la réflexion que nous pouvons faire, nous, sur les rétrécissements de notre esprit qui sont causés par ces technologies numériques? Oui. Je ne sais pas. Oui. Parmi les sujets de discussion aussi qui sont plus présents peut-être aujourd'hui qu'à l'époque où vous avez commencé à enseigner, Georges, il y a une chose qui a été très importante pour vous aussi, la définition de l'éthique et la laïcité. Oui. Georges, c'est une question criante. Vous avez vu Charles Taylor qui s'est distancié des conclusions du rapport Bouchard-Taylor, rapport dont la conclusion majeure était d'interdire le port des signes religieux dans la pratique de la vie publique pour les gens qui ont un rapport d'autorité, par exemple les policiers, les médecins, les infirmières et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer? Dans la réflexion, il y a le projet de loi 62 qui est toujours reporté par le ministre Philippe Couillard. C'est pas un bon projet. C'est un projet qui n'est pas clair. C'est un projet qui ne parle pas des choses les plus nécessaires, en particulier la laïcité de l'État. Et donc, en même temps, moi, je comprends parfaitement que le consensus qui a géré les recommandations de la commission Bouchard-Taylor. Je rappelle que je faisais partie de leur conseil. Je dis ça parce que je suis bien au courant des discussions qui ont conduit à ce consensus. Puis vous avez contribué aussi à la réforme des études morales, cette espèce de mise en place de ce programme pour la sécularisation, c'est très important. Mais le compromis qu'a représenté la recommandation de laïcité de Bouchard-Taylor ne pouvait pas durer. C'était un compromis pragmatique que Gérard Bouchard avec beaucoup de finesse et de justesse défend encore et a défendu ces derniers temps, surtout après le meurtre odieux de Québec. Mais je comprends en même temps parfaitement que Charles Taylor ne veuille plus le défendre parce que, dit-il, la limitation que ce compromis impose aux droits d'une minorité, la minorité musulmane, si elle était acceptable dans un contexte de dialogue social, l'est beaucoup moins dans un contexte de discrimination et de xénophobie. Alors, donc, on est face à deux solutions qui ont chacune leur légitimité. Et moi, je pense que le dialogue n'est pas mûr pour qu'on parvienne à quelque chose. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait à tout prix. Donc, je comprends la position de Gérard Bouchard, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ça va régler tous les problèmes si on dit les juges ne porteront pas la kippa ou... C'est plus compliqué que ça, à votre avis, en fait. Ben oui, beaucoup. C'est une question de limitation de droits. Les minorités sont toujours très sensibles à la limitation de leurs droits. Nous le savons, nous, Québécois. Nous sommes une minorité de langue et la loi 101 a conduit à la limitation des droits individuels de beaucoup de nos concitoyens anglophones. Ils l'ont accepté et des philosophes, même comme Charles Taylor, l'ont défendu. Bon, alors, il faut espérer une maturité suffisante pour qu'on parvienne à un compromis de ce genre. Mais dans le moment, visiblement, on n'y est pas. Je veux dire, je lis les articles dans les journaux. Je veux dire, c'est désespérant. Le côté abrasif du débat. Qu'est-ce que ça cache, ça, d'ailleurs, Georges, à votre avis? Pourquoi les gens sont si abrasifs dans la teneur de leurs propos? Parce qu'il y a cette sensibilité en l'espace de très peu d'années. On pourrait dire 30 ou 40 ans, le Québec est passé d'une société homogène où la différence était invisible et ainsi de suite à une société qui est perçue comme étant en phase d'éclatement et où la majorité perd son hégémonie. C'est par exemple la thèse de mon collègue Jacques Beauchemin. Comme il dit, c'est la reconnaissance de l'autre ou de Mathieu Bock-Côté qui devient le mantra de cette nouvelle société. On est prêt à tout sacrifier, y compris notre propre identité, parce que la diversité impose une nouvelle règle. Alors,
cette manière de voir les choses met donc en opposition deux philosophies publiques. Et moi, je pense que dans le moment, la diversité n'est pas là pour être rétrécie ou même disparaître. Elle va, au contraire, s'accroître et demeurer. Il faut donc la connaître et il faut entrer dans une société où nous aurons une philosophie publique d'ouverture, d'hospitalité et tout. Moi, je vais être le dernier, et ça, c'est l'enseignement de mon maître Raymond Klibanski, à dire que l'ouverture à l'autre est une mauvaise chose. C'est une diminution, parce qu'il y a certains philosophes qui le prétendent, bon, évidemment. La plus belle rencontre de votre vie, Georges Leroux? Mon épouse. Ça vous surprend? On s'est rencontrés sur un bateau en Grèce. C'était magique. Et on est toujours ensemble. Oui. Et vous avez fait 3 enfants? Oui, 3 merveilleux enfants. Oui. Voilà. 2 filles et un garçon, mon petit dernier, qui a déjà 36 ans. Oui. Est-ce que avoir été père, ça vous a plu? Je le désirais profondément. C'est vrai? Oui. Oui, je le désirais profondément. Les enfants, c'est aussi évidemment un projet de vie commun. Nous ne pouvons pas vivre leur vie à leur place. Nous ne pouvons pas leur infuser non plus les structures de valeurs qu'on aimerait leur communiquer complètement. Mais en même temps, on sait que c'est avec eux qu'on chemine. Et ils savent qu'ils cheminent avec nous. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai été absolument comblé. J'ai des enfants qui ne me ressemblent qu'imparfaitement, si j'ose dire. C'est-à-dire que, non, mais vous comprenez, oui, c'est-à-dire que aucun n'est mon portrait. C'est des êtres humains à part entière. Hein? Et ils sont différents, mais chacun a développé une forme de vie qui est extraordinaire, que j'admire, que je regarde. Ma fille aînée est une agronome engagée dans un projet social formidable. Elle élève ses enfants merveilleusement. Mon gendre, parce que je l'inclus dans mes enfants, est un jeune juif séfarade qui est tout à fait extraordinaire, un homme d'affaires. Ma deuxième fille est une médecin neurologue fascinée par un problème très important qui est la céphalée, les migraines, oui, et donc qui donne sa vie au soulagement de ces maladies. Mon fils, c'est un garçon qui a fait des études de sciences politiques, un rebelle qui a travaillé en Afrique et tout, et qui maintenant fait une carrière de jeune avocat. Bon, chacun a son parcours. Moi, je regarde ma bibliothèque, je vais vous dire ça comme ça, c'est une autre façon de le dire. Je me dis, mais demain matin, je meurs. Bang. Ils entrent dans ma bibliothèque et je dis, qu'est-ce qu'ils prennent? Dit autrement, quels livres les intéressent? Oui. Mais la vérité, c'est pas grand-chose. Parce que tout le grec, la philosophie et tout, c'est pas leur monde. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de cette diversité technique, d'engagements sociaux, d'engagements planétaires, et ainsi de suite. Et donc, leur papa a été un homme de son temps, un homme du collège classique, un humaniste, et ainsi de suite. Et je suis sûr qu'ils l'aiment. Mais en même temps, ils sont devenus tout à fait autre chose. Et ça, vous êtes capable de l'accepter, évidemment. C'est merveilleux, Georges Leroux. Alors, vous êtes à une étape de votre vie où on attend d'autres livres, certainement, dont des entretiens que vous avez accordés à Christian Nadeau qui vont paraître cet automne. Oui. Oui. D'autres projets aussi. Dont celui, on l'espère, de continuer à travailler avec nous, hein, Georges Leroux. Ah non, ça, je vous lâcherai jamais. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien aujourd'hui, Georges Leroux. Merci beaucoup. Merci à la formidable équipe. On vous embrasse. À demain.